Bonjour et bienvenue sur 6x10. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2021. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Bianchi, qui est neuropsychologue. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour, bonne année. Merci beaucoup. Également, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous a donné envie de devenir neuropsychologue? Ce qui m'a donné envie de devenir neuropsychologue, c'est alors moi je travaille uniquement chez l'enfant. C'est de me dire qu'effectivement aujourd'hui on a les outils pour permettre à des enfants d'améliorer leurs conditions de vie. Et devenir neuropsychologue, c'était une manière pour moi de faire partie effectivement de ce processus-là. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, justement, quel est le rôle d'un neuropsychologue, justement, chez l'enfant, du coup? Alors, chez l'enfant, alors le rôle du neuropsychologue, il est multiple. Vous avez un rôle d'identification. Le neuropsychologue chez l'enfant, alors moi je travaille surtout auprès des enfants qui rencontrent des troubles d'apprentissage. On a déjà un rôle diagnostique, en tout cas un rôle d'aide au diagnostic, Mhm. c'est-à-dire que le psychologue va faire passer des tests, des bilans à l'enfant pour effectivement tenter de comprendre le fonctionnement cognitif, ce qu'on dit, intellectuel, cognitif de l'enfant pour pouvoir effectivement répondre à certaines questions face aux difficultés scolaires des enfants. Donc ça, c'est déjà un premier objectif du neuropsychologue. Ensuite, vous avez effectivement l'aspect guidance parentale qui, pour moi, fait partie des rôles les plus importants du neuropsychologue, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié les difficultés, une fois quelquefois qu'on a le diagnostic, c'est de pouvoir accompagner les parents vers la compréhension de ce diagnostic et la compréhension des difficultés de l'enfant. Donc guidance parentale. Et, euh, L'autre rôle, c'est effectivement l'aspect rééducatif qui peut prendre plusieurs visages. Personnellement, je fais de la remédiation cognitive, c'est-à-dire de la rééducation centrée sur certaines compétences cognitives, comme par exemple l'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives. Voilà. Après, ça va aussi dépendre du lieu d'exercice du neuropsychologue. Il peut avoir d'autres casquettes, mais disons que si je devais faire un gros résumé, ce serait celui-ci. D'accord, eh ben, très bien. Alors, vous êtes le créateur de l'outil qui s'appelle Identidis. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, comment c'est né et puis un peu comment ça fonctionne en fait? Voilà. Alors, petite précision, avant, je suis le créateur, mais je me suis entouré d'une belle équipe. J'ai à mes côtés Oriane Chartier, qui est neuropsychologue également, et Aurélien Richer, qui est également neuropsychologue. Voilà. Identidis, c'est un outil d'aide au repérage des troubles 10. Alors, quand on parle de troubles 10, on parle de, par exemple, la dyslexie, donc le trouble du langage écrit, la dysphasie, trouble du langage oral, la dyspraxie, trouble du geste, ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif ou les troubles dysexécutifs qui vont toucher, là, pour le coup, la mémoire, la capacité que va avoir l'enfant de pouvoir planifier ses actions, inhiber son comportement, voilà. Identidis est un outil de repérage également sur le plan du TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité. Voilà. Euh, pour vous donner un petit peu le concept général, euh, donc parallèlement à mon activité libérale, je travaille à Lanval. Lanval, c'est un hôpital pédiatrique. Donc je travaille dans un centre de référence pour les troubles justement d'apprentissage. Et on a fait un constat, enfin ça fait quelques années qu'on fait le même constat du repérage tardif pour ces enfants-là. Quelquefois, les enfants viennent consulter pour un diagnostic au collège. Et donc là, on peut véritablement parler de repérage, je dirais, en tout cas de diagnostic tardif. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer gratuitement, c'est important, un outil aux parents qui vont pouvoir donc compléter une échelle. Cette échelle, en gros, pour faire simple, va indiquer aux parents dans quel domaine se situent les plus grandes difficultés de l'enfant, pour pouvoir ensuite orienter
l'enfant et l'entourage vers les professionnels les plus adaptés à la pose du diagnostic. Donc, si je comprends bien, il y a peut-être dans le résumé, on va dire, de la détection sur Identidis, bon, bah voilà, vous avez telle difficulté, il va falloir aller voir un orthophoniste, par exemple, pour des problèmes de lecture. C'est à peu près ça? Alors en fait, oui, vous avez raison. Identidis, il est associé à un manuel, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez 5 sphères, le TDAH, la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie et le fonctionnement exécutif. En fait, une fois que vous avez complété Identidis, il suffit de faire une addition de points. Et selon l'addition de points, bah, vous allez vous rendre compte que votre enfant, soit il est dans la zone verte, ça veut dire que par exemple, pour la sphère attention-concentration, Identidis ne repère pas de difficulté, soit votre enfant va se retrouver dans la sphère orange, soit dans la zone rouge. Sphère orange, ça veut dire que les difficultés ne sont pas franches, mais on a une suspicion de difficultés sur ce plan-là. Quand on rentre dans le rouge, ça veut dire que statistiquement, comparativement aux enfants du même âge, eh bien, l'enfant est significativement en difficulté. Et ce manuel, en fait, il prend la main de l'utilisateur, c'est-à-dire que, alors, le manuel, il a déjà un rôle d'expliquer comment on remplit Identidis, donc une sorte de manuel d'utilisation. Mais ensuite, une fois que vous avez vos points rouges, selon les sphères, eh bien, effectivement, vous avez raison, le manuel va vous dire, bon, ben, déjà, à quelle pathologie, à quel trouble ces difficultés pourraient renvoyer. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça permet déjà de rendre un peu plus experts les parents des difficultés de l'enfant. Ensuite, on dit que, bah, oui, si vous avez un point rouge sur le langage oral, qui est-ce qu'il faut consulter en priorité? Donc, on va donner une définition des professionnels et on va expliquer effectivement ce que nous pourrions conseiller aux parents dans ce cadre-là. Et ensuite, on a une petite partie qui permet effectivement d'indiquer quelles sont les adaptations pédagogiques qui pourraient être mises en place en attendant même d'avoir un diagnostic. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Très honnêtement, c'est génial parce que c'est vrai que souvent, les parents sont désespérés parce que souvent, moi, je vois des parents qui me disent « Mais tu te rends compte, Aurélie, j'ai un rendez-vous pas avant dans un an, quoi. C'est trop long, je ne sais pas quoi faire, quoi. » Donc, oui. Alors, c'est vrai que ce manuel, il est très important pour nous. D'ailleurs, petite info un peu comment dire, en VIP, on est en train de travailler sur une version 2 du manuel qui va aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'aide apportée aux parents sur ce plan-là. Alors, je ne vous dis pas effectivement ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça reste encore secret. Il n'y a pas encore de date de sortie véritablement, mais bon, ça devrait aller relativement vite. Mais donc, notre volonté, c'est de pouvoir vraiment rendre autonomes les parents sur ce projet de soins. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est génial parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui en ont besoin et qui se sentent démunis parce qu'ils découvrent ça et puis ils se disent, souvent, il y a beaucoup de parents, alors je ne sais pas si vous vous en rencontrez dans votre cabinet, mais il y a beaucoup de parents qui se sentent coupables alors qu'il n'y a pas de raison. Oui, coupable de ne pas comprendre et puis quelquefois à la pose du diagnostic, coupable de ne pas avoir compris plus tôt. Maintenant, ce que je dis toujours aux parents, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des regrets, mais il faut mettre en place les choses et que déjà de faire la démarche d'aller consulter, que ce soit un neuropsychologue, un orthophoniste ou un ergothérapeute, peu importe, c'est déjà effectivement être proactif dans la démarche de soins. Donc, c'est déjà un très très bon point. Voilà. Tout à fait. C'est bien aussi de le souligner, qu'il y ait un professionnel quand même qui le souligne, parce que c'est vrai que les parents souvent se disent mais franchement pourquoi je l'ai pas vu avant. Enfin, moi je sais qu'il y a des fois il y a des pédiatres, les enfants vont voir un pédiatre et souvent les parents me disent mais pourquoi le pédiatre il l'a pas vu, parce que c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose qui se voit à l'époque où, à part peut-être la dyspraxie et la dysphasie, mais ça reste encore des domaines qui sont malheureusement peu connus. Ça devient de plus en plus connu, mais
Je pense qu'au niveau du diagnostic, les premiers troubles qu'on peut diagnostiquer, c'est effectivement la dyspraxie et les dysphasies, parce qu'à partir de 5-6 ans, on commence vraiment à pouvoir diagnostiquer. Mais ouais, c'est vrai qu'après, la dyslexie, dyscalculie, etc., bon, voilà. Je suis d'accord avec vous. Après, bon, les pédiatres, le problème, c'est la formation. Nous, je vois donc au centre de référence, on a un rôle de formateur. On fait quand même beaucoup pour les généralistes et les pédiatres. Et bon. Maintenant, la pire des phrases qu'on puisse entendre, en fait, c'est ne vous inquiétez pas, ça va passer ou il faut le laisser grandir. Ça, malheureusement, c'est un discours qu'on a trop entendu parce que c'est la facilité de rassurer les parents, effectivement, en disant qu'il faut effectivement attendre un peu, qu'il est un peu immature, qu'il faut attendre, etc. Moi, j'ai une philosophie un peu différente, enfin, diamétralement différente, c'est de dire que je préfère envoyer les parents vers une recherche diagnostique, quitte à ce qu'on ne trouve rien, et au moins on le sait. Et après, voilà, on pourra parler d'immaturité. Maintenant, tant qu'on n'a pas cherché, l'immaturité, ça reste un petit peu facile. Surtout que l'immaturité chez un enfant de 4 ans, j'ai un peu de mal à percevoir le concept. À la limite, chez l'adulte, l'immaturité, je la comprends un peu mieux. Mais bon, voilà. Alors après, moi, je me suis toujours posé une question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire passer justement ce bilan psychométrique à tous les enfants, justement pour que qu'on puisse détecter, on va dire, le plus tôt possible, en fait. Je ne sais pas si c'est une solution réellement. Alors, pour plusieurs raisons. Première raison, est-ce que on aurait les moyens logistiques de faire passer ce bilan à tous les enfants, sachant que bon, ça dépend aussi de quoi on parle. Le bilan psychométrique, ça peut être effectivement le bilan intellectuel. Rappelons quand même que chez l'enfant, c'est quand même la base de l'évaluation neuropsychologique, que l'évaluation neuropsychologique ne s'arrête pas là, mais bon, on a besoin de ce bilan intellectuel pour une raison, enfin plusieurs raisons, mais une principalement, c'est qu'il faut écarter le handicap intellectuel. Quand on cherche effectivement un diagnostic de troubles spécifiques des apprentissages, il faut effectivement pouvoir écarter cela. Donc, moyens humains, est-ce qu'on aurait assez de psychologues et de neuropsychologues pour pouvoir bilanter tous les enfants? Je pense pas. Vous avez les psychologues scolaires, mais ils sont déjà débordés avec les enfants qui sont identifiés en difficulté. Donc je pense que c'est un peu utopique. Maintenant, du coup, peut-être que l'objectif, ce serait justement, et là je refais le lien avec Identidis, c'est de promouvoir comme ça des outils qui permettent en fait une meilleure détection des difficultés. Et après, si besoin, passer sur un deuxième niveau d'évaluation neuropsychologique, orthophonique, etc., etc. Je rappelle quand même, je me permets, je le dis sur toutes les interviews que je fais, donc Identidis, c'est une échelle qui est totalement gratuite, puisqu'on voulait effectivement rendre populaire l'outil, et à partir du moment où on veut rendre populaire un outil, il ne faut pas le faire payer. Donc voilà. Et je rappelle aussi que mon équipe et moi-même sommes des bénévoles sur ce projet-là. C'est-à-dire que je ne fais pas de publicité qui pourrait me rapporter de l'argent ou rapporter de l'argent à mon équipe. Donc on est vraiment, bénévole sur ce point-là. Et par contre, juste pour rappel, je crois que c'est à partir du CE1 c'est Oui. pour les enfants à partir du CE1, c'est ça. Jusqu'à quel âge à peu près? Comment? Du CE1 jusqu'à quel âge à peu près? En troisième. Voilà, jusqu'en troisième, on me pose beaucoup la question pourquoi vous n'avez pas commencé au CP? En fait, on n'a pas commencé au CP parce que l'échelle, elle se base sur des signes d'appel. Un signe d'appel, c'est, on va dire, quelque chose que vous pouvez observer en tant que parent. Voilà, c'est pour ça que c'est une échelle qui doit être complétée par les parents. Parce que ce que je dis toujours, c'est que les parents sont les premiers experts de leur enfant. Alors, experts dans le sens qu'ils les connaissent très bien. Après, savoir, je dirais, identifier et comprendre les difficultés, c'est autre chose, mais en tout cas, ce sont des experts. Ces signes d'appel, si on avait voulu
poussé Identidy jusqu'au CP, on aurait dû créer une deuxième échelle, parce que les signes d'appel ne sont pas les mêmes à 6 ans sur le CP comparativement au CE1. Donc c'est pour ça qu'on a commencé au CE. D'accord, très bien. Dernière petite question, où est-ce qu'on peut retrouver Identidy sur le web? Alors, Identidis, vous pouvez le retrouver sur le site internet dédié www.identidis.com. Petite précision, vous avez 2 manières de compléter Identidis. Sur la page principale, vous avez 2 flèches qui vous envoient vers deux liens différents. Le premier lien, c'est première manière de compléter Identidis, c'est de pouvoir télécharger, je dirais, le questionnaire et son manuel. Vous l'imprimez et vous le remplissez en papier crayon. Depuis peu, nous avons une version online. Donc, version online qui est très intéressante parce que... Et qui est très bien faite. Ah, mais je sais pas, mais c'est très gentil. On a un informaticien hyper doué, donc Alexis, que je salue d'ailleurs. Donc, la version online, elle simplifie encore plus les choses pour les parents. C'est-à-dire que vous cliquez sur le lien, vous arrivez en fait sur une version totalement informatisée du questionnaire. Vous n'avez plus qu'à cocher et vous pouvez même y associer des commentaires comme dans la version papier. Et une fois que vous validez vos réponses, eh bien c'est le site internet Identidis qui vous calcule automatiquement les difficultés de l'enfant. C'est une première version. Elle est vouée à évoluer, devenir encore plus performante. Ça sera l'objet effectivement d'une mise à jour, mais bon, toujours pas de deadline. On verra bien quand est-ce que ça arrivera. Ouais. Ok, bah, très bien en tout cas. Je crois de mémoire que vous aviez aussi un Instagram. Alors oui, on a une page Instagram et on a une chaîne YouTube sur lesquelles on diffuse un petit peu nos actions. Alors nos actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès lors qu'on fait une présentation, dès lors qu'on obtient un partenariat, pour donner aussi un petit peu des infos sur l'avancée des projets Identidis. Donc voilà, ça permet de rester connecté. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Jérôme. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, je pense, notamment le sujet sur la neuropsychologie. Parce que bon, les parents souvent se cantonnent à orthophoniste ou psychométricien, ergothérapeute, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'on oublie un peu cette partie du diagnostic qui, d'ailleurs, parfois est nécessaire pour les bilans au niveau de la MDPH, d'ailleurs. C'est vrai. Vous avez raison. Merci beaucoup, en tout cas.